ans, après 10 jours de procès, pour déterminer la culpabilité de 7 accusés dans les affaires criminelles de Saint-Pierre-des-Jonquières, Saint-Martin-le-Gaillard et Douvran. Voici tout d'abord un bref rappel des faits. Le 7 août 1831, la veuve Lambert cède une parcelle de terrain au sieur Letellier de Vanchy pour la somme de 1400 francs. 2 jours plus tard, le 9 août, elle est assassinée en son domicile de Saint-Pierre-des-Jonquières, dont la porte a été fracturée. La pauvre femme gît dans une mare de sang, bras cassés, tête broyée par un coup de poutre de charrue. Bien que le mobile évident soit l'argent, les assassins, car l'enquête a déterminé la présence de plusieurs individus sur le lieu du crime, les assassins ne trouvent pas ce qu'ils cherchent et se contentent de quelques objets de valeur. Tout ce qui ne disparaît pas est scrupuleusement détruit. Dans cette affaire, l'enquête est bâclée. On déplore l'absence de preuves et de témoignages. Le crime reste impuni, inexpliqué. Nul n'est interpellé, ni même interrogé. 5 ans plus tard, le 16 octobre 1836, l'abbé Lermina, curé de Saint-Martin-le-Gaillard, est assassiné à son tour, ainsi que Céleste Paris, sa gouvernante, et Marie-Rose Cailleux, sa nièce. Une fois encore la maison est mise à sac, quelques objets précieux disparaissent, mais les gendarmes retrouveront intact l'argent du denier du culte. Un certain Toussaint Fournier est alors interpellé et incarcéré à la maison d'arrêt du Pollet à Vienne. Son épouse, Sophie Gaudry, est arrêtée à son tour pour complicité. Or, 1 an plus tard, le 20 novembre 1837, à quelques kilomètres de là, l'abbé Michel, curé aimé et respecté de tous les paroissiens de Douvran, est retrouvé mort, ainsi que M. Carpentier, son beau-frère, et Javotte, sa gouvernante. Mademoiselle Tessu, fille de l'instituteur, est retrouvée grièvement blessée mais vivante. Une fois encore, l'argent du denier du culte est retrouvé intact. Alors pourquoi relier ces 7 crimes entre eux? Parce que de nombreux points communs les rapprochent, vous le verrez, et qu'ils portent en eux ce que j'appelle une marque de fabrique. Partout nous retrouvons une même pensée, partout des blessures larges, béantes, comme en fait le boucher aux bestiaux qui l'abat. Partout ces blessures brisent la face et le crâne. À Douvran, quand la victime est couchée, les assassins ont plus de facilité à frapper et ils donnent le coup de grâce sur la poitrine. Partout, nous retrouvons l'usage des mêmes armes. Barres de fer, haches, coutres de charrue. Le même acharnement a donné la mort. Les mêmes scènes de ripailles près des corps des suppliciés. Jamais peut-être, depuis longtemps du moins, des accusations plus graves que celles qui vous seront soumises ne réclameront de votre part plus de lumière, plus de judicieuse fermeté. Jamais notre pays, qui aimait à s'applaudir de ses mœurs douces, de son heureuse civilisation, n'eut plus besoin d'être rassuré de l'épouvante causée par des attentats dont la barbarie semble n'être ni de notre temps, ni de notre patrie. 7 victimes donc, auxquelles j'appose 7 accusés, tous membres d'une même famille, et dont je décline ici l'identité. Toussaint Fournier, 35 ans, boucher, né à Vanchy, demeurant à Saint-Martin-le-Gaillard. François Fournier, 33 ans, son frère, boucher, né à Vanchy et demeurant à Sept-Meules. Nicolas Fournier, 61 ans, père des 2 précédents, né et demeurant à Vanchy. Napoléon Gaudry, 28 ans, bûcheron, né et demeurant à Saint-Martin-le-Gaillard. Sophie Gaudry, 32 ans, femme de Toussaint Fournier, sœur de Napoléon Gaudry. Eugénie Gaudry, 21 ans, née et demeurant à Vanchy, sœur de Napoléon et de Sophie Gaudry. Enfin, Justine Guérin, 26 ans, femme de Napoléon Gaudry, née à Beauchamp. Et voyez quelle circonstance va se révéler. À Saint-Martin-le-Gaillard, une main gauche a frappé, toute la famille y était. À Douvran, un membre de la famille est absent, il n'y a plus de main gauche pour assassiner. Car on sait que Toussaint Fournier est gaucher. Quand on a retrouvé dans son jardin une pièce à conviction dont je vous parlerai tout à l'heure, le lieutenant Chelin jette l'objet en travers de la pièce et Toussaint l'attrape de la main gauche.
Dans les vols aussi, c'est une identité effrayante. À Saint-Pierre-des-Jonquières, comme à Douvran, comme à Saint-Martin-le-Gaillard, le linge est épars, les commodes renversées, les paillasses fouillées. Partout, c'est à la vieillesse et à l'enfance que l'assassinat s'attaque. Partout, même habileté, même précaution, nulle part il ne reste de trace que celle qu'il n'est pas possible d'enlever. Alors c'est d'une identité morale dont je veux parler, d'une connexité évidente entre ces crimes. Dans le sang de la veuve Lambert, dans le torrent de sang de Saint-Martin, dans la mare sanglante de Douvran, c'est toujours l'assassinat appelé au secours du vol qui se reproduit jusque dans les moindres détails. Combien la justice aujourd'hui doit se reprocher de ne pas être intervenue plus vite, ni avec plus de fermeté et de discernement, de ne pas avoir su rassurer les habitants de ces villages, dont les langues sans doute se seraient déliées plus rapidement. J'en viens aux preuves à présent. Dans le jardin de Toussaint-Fournier de Sophie Gaudry, donc, on a retrouvé un petit sac rouge ayant appartenu à l'abbé Lermina. En revanche, nulle trace des outils dont il a besoin pour exercer son métier de boucher. On s'interroge sur le train de vie de la famille Fournier, propriétaire de son domicile, alors que Toussaint déclare n'abattre que quelques brebis et 2 ou 3 génisses chaque année. Les médecins s'accordent à dire et à penser que seul un homme d'une force prodigieuse est capable de commettre de tels crimes. Toussaint lui-même s'est vanté à de multiples reprises de pouvoir tuer d'une seule main. Que dire du témoignage de ses propres enfants, Catherine et Irma, ses propres filles, qui affirment n'avoir jamais vu le petit sac rouge, alors que Sophie, leur mère, a déclaré l'avoir cousu elle-même. Catherine et Irma, qui disent que dans la nuit du 16 octobre 1836, leur père, après les avoir fait coucher de très bonne heure, a déserté le domicile familial sous prétexte d'un rendez-vous avec l'abbé Lermina lui-même, et qu'il n'est rentré que très tard dans la nuit. Je tiens Toussaint Fournier. Alors, on me dira qu'il n'était pas à Douvran, bien sûr, puisqu'il était à la prison du Pollet, mais il est le cerveau, il est l'instigateur, l'homme par qui le mal arrive, car il entretient une relation incestueuse avec Euphémie Gaudry, qui est la sœur de sa propre épouse. Elle lui rend visite à la prison du Pollet 2 jours avant les crimes de Douvran. Elle sert de messagère entre Toussaint et Nicolas Fournier, le père. Il faut trouver d'autres assassineux, ont-ils dit. Faire ajouter 3 victimes aux 4 victimes existantes de Saint-Pierre-des-Jonquières et de Saint-Martin-le-Gaillard. Et l'on croit disculper Toussaint avec ce pauvre stratagème. J'en viens à Napoléon Gaudry. Sous les ongles de Céleste Paris, la gouvernante de l'abbé Lermina, on a retrouvé une poignée de ses cheveux roux, à nul autre pareil. Et à Douvran, dans le jardin du presbytère, il y avait des traces de pas qui attestaient le passage de 3 hommes. 2 traces étaient celles de pieds nus, la 3e d'un pied chaussé. Ces empreintes ont été fondues avec exactitude. Dans l'une d'entre elles, on a glissé le pied d'un homme, c'était le pied de Napoléon Gaudry. Et l'empreinte inexorable le déclare coupable. Les sculpteurs eux-mêmes disent qu'il est impossible que ce soit un autre pied qui ait fait cette empreinte. Ils ont remarqué sur le pied de Napoléon une cicatrice qui figure sur l'empreinte fondue. Je tiens Napoléon Gaudry comme je tiens Toussaint Fournier. Et il y a François maintenant. François le frère, fort comme un lion, n'est-il pas l'homme capable de faire des blessures dont les cadavres portaient des traces hideuses? François, dont le pied nu rentre à la perfection dans la seconde empreinte de pied trouvée à Douvran. François, dont la femme a déclaré qu'il était absent le soir des crimes de Douvran et que Napoléon Gaudry lui avait rendu visite peu de temps avant la tombée du jour. Pourquoi avoir déserté votre couche, François? Abandonné votre femme? Cette nuit dont vous refusez de parler, c'était une nuit de crime, de sang, d'assassinat. C'est votre femme, la vérité incarnée, qui le dit elle-même. Et quand une main de sang imprimée sur le drap de la victime désignait le coupable, François, se reconnaissant à cette accusation symbolique, déclare « C'est une main droite qui a fait cela, et la mienne est crochue. » Une main droite? Et comment le savez-vous? Et comment avez-vous pu le voir à 20 mètres quand nous n'avons pu le voir, nous, à 2 pas seulement? Oui, messieurs les jurés, je revendique François Fournier aux côtés de Toussaint Fournier et de Napoléon Gaudry. À cette chaîne, il me faut rattacher Fournier père.
C'est si bien lui qui est le troisième assassin de Douvran que quand il a été arrêté, quand il a su que les traces de pas étaient épiées, que l'on faisait le procès aux chaussures, il ne voulait pas qu'on pût confronter ses souliers. Et c'est seulement sur un ordre formel qu'il fait taire toute résistance et qu'il les chausse enfin, ces chaussures, celles-là même dont l'empreinte a été trouvée dans le jardin de Douvran. La veille du crime, un homme a été aperçu dans l'obscurité, parlant mystérieusement à François. Cet homme, c'est Nicolas Fournier, qui prépare le crime, qui fomente le crime. Bien sûr, il nie, mais il n'apporte aucun alibi tangible. Et souvenez-vous du témoignage de Baptiste, le chasse-mané, qui, lors de la reconstitution des crimes, a reconnu sans aucune hésitation la voix de Nicolas Fournier, celle-là même qu'il avait entendue au bois dangereux, à 2 pas du jardin de Douvran, dans la nuit du 20 novembre 1837, et qui lui a intimé l'ordre de passer son chemin. Alors, que dire pour leur défense à présent? 160 témoins à charge, dont leurs propres enfants. Et quelle est cette famille? C'est une famille atroce, repoussée par tous, créée par la nature dans un jour de colère, au front de laquelle elle a mis le signe de Caïn. Pas un ami, pas un témoin à décharge, rien que l'isolement du crime. J'ai terminé, Monsieur le Président, Messieurs les jurés, Mesdames et Messieurs, ma tâche pénible et laborieuse. J'ai voulu m'adresser à votre raison, que votre raison me réponde. Faites, je vous en conjure, que la loi qui protège les citoyens ne reste pas stérile et impuissante. Faites que la sécurité publique ne soit pas profondément altérée par l'impunité du crime. Faites que cette horrible famille ne puisse plus spéculer sur l'assassinat et sur le vol. Faites que femmes, enfants, vieillards puissent dormir à l'abri de la hache des assommeurs. Enfin, que votre verdict soit un acte de justice et de courage, car ce ne sont pas seulement les morts qui réclament la justice, c'est la société tout entière, alarmée par tant de forfaits. Soyez bien sûrs que si cette justice est rigoureuse, elle sera respectée. Soyez bien convaincus qu'au moment solennel, quand la main sur le cœur, vous viendrez en face du ciel et de la terre rendre votre sentence, la conscience publique, répondant à la vôtre et ratifiant votre verdict, dira tout bas, quand vous le direz tout haut, oui, les accusés sont coupables. C'est pourquoi je requiers contre Napoléon Gaudry, Nicolas Fournier, François Fournier et Toussaint Fournier l'application de l'article 302 du Code pénal, c'est-à-dire la peine de mort, avec exécution sur la place publique de Saint-Martin-le-Gaillard. Merci, Madame le procureur général Ménard, venu pour les besoins de l'histoire, 178 ans après, nous rapporter votre réquisitoire dur, douloureux, sans recours, avec la certitude de détenir cette cruelle vérité de la culpabilité des prévenus. L'enjeu était terrible, cet assassinat qu'a fait. Vous avez gagné. Les têtes sont parties à Rouen pour expertise et les corps ont été jetés dans la fosse commune à Saint-Martin-Gaillard. Maître Calange, Maître Roger, ont vainement essayé de soustraire à votre colère les vies qu'ils savaient entre vos mains. Ils ont crié de leur judiciaire. N'oubliez pas que dans le passé, des personnes sur le banc des jurés se sont trompées. Des têtes sont tombées. Si vous avez conscience de vos doutes, rappelez-vous cette loi écrite dans tous les cœurs, avant de l'être dans les codes, cette loi qui veut que dans le doute, l'accusé soit blanchi. Le peuple était là. 30 000 personnes assistent à votre triomphe sur la colline des Tocquigny à Saint-Martin-Gaillard, mais sans aveu des condamnés. Troubadours, conteurs, guillotine, miniature, marché fermier comme on le fait dans notre siècle, pour cette belle fête de la justice, pour cet étalage de la mort. Et vous étiez tous là. Président, juge, procureur, avocat, juré, témoin, prêtre, curieux, pour le dernier acte contre la famille Fournier
avec l'espoir d'obtenir des aveux que vous n'obtiendrez jamais. La guillotine reprend le chemin de Rouen. On planta 4 arbres dans le sang des guillotinés. Un arbre refusa de croître. On l'appelle l'arbre de l'innocent. Alors j'arrive, moi, maître Gambu, avocat de Toussaint Fournier et de Sophie Gaudry, les premiers emprisonnés au Pollet à Dieppe. Je viens dans Notre Monde de 2014 pour essayer de comprendre ce qui a mené Toussaint à l'échafaud et Sophie aux travaux forcés. Bon. Ne parlons pas de l'assassinat de l'abbé Michel à Douvran. Toussaint Fournier et Sophie sont en prison. Ils s'apprêtent à partir à Rouen pour être jugés. Ne me parlez pas de cette lettre où l'on fomente les crimes de l'abbé Michel à Douvran. Non, la lettre qui est envoyée est une lettre qui est envoyée à Nicolas Corny parce qu'ils vont être jugés à Rouen et qu'ils ont besoin d'argent, c'est tout. Euphémie Gaudry était amoureuse de son beau-frère. Elle lui rendait visite de temps en temps. Il n'avait qu'elle. Mais alors, Monsieur le Président, les pauvres, ils n'ont pas le droit d'avoir des amoureuses. Je reviens sur l'assassinat de la veuve Lambert. La famille Fournier, encore, accusée des crimes commis en 1831. Nous sommes en 1838. Pas de témoignage, aucune preuve solide pour attester de la présence des Fournier sur les lieux de crime. Mais c'est le même crime. Tout pareil qu'à Saint-Martin et tout pareil qu'à Douvran. La famille Fournier en prison. Les villageois savent, se parlent, mais ils se taisent et n'aident pas dans l'enquête. Ils ont peur. J'en arrive à Toussaint Fournier et à Sophie Gaudry. À Saint-Martin, Sophie va être arrêtée parce qu'elle faisait le guet. Accusée parce qu'un ou deux villageois l'a vue du presbytère juste avant l'heure des crimes et qui viennent se confier à l'adjudant de Chemin. Toussaint est arrêté. C'est un vantard, craint et détesté par toute une population. Et puis il parle. Catherine et Irma reviennent sur leur déclaration disculpant leurs parents. Évidemment, elles ont été obligées de venir témoigner parce que, et je me suis d'ailleurs opposé à cela, grâce au pouvoir discrétionnaire du président. Mais en attendant, autour d'elles, on a parlé, on les a fait parler. Elles mentent. Le petit Onésime, du haut de ses 10 ans, va désavouer la déclaration de ses sœurs. Onésime que sa grand-mère va abandonner au parvis de l'église après son intervention et qui disculpe ses parents. Et puis, n'oubliez pas cette lettre du maire de Saint-Martin-d'Aillard, M. Louis, une lettre, un certificat de bonne conduite de Toussaint Fournier, pour qu'il puisse garder des enfants en hospice. Et madame le procureur, cette lettre est écrite en 1836. Écrite en 1836, l'année de l'assassinat de l'abbé Darmina. Toussaint est arrêté pour une poignée de cheveux. J'y reviendrai. Il a été arrêté parce qu'il, tout simplement, il s'est fait couper les cheveux par son frère le lendemain matin au lieu d'aller chez le perruquier. Curieux. Toussaint Fournier a été arrêté parce qu'on a retrouvé un petit sac chez lui, un sac rouge qui appartenait au curé. Toussaint Fournier a été arrêté parce qu'il est gaucher. C'est rien d'autre. Toussaint Fournier a été arrêté parce que, par hasard, il n'avait pas les outils, les ustensiles pour se servir dans son métier de boucher. Toussaint Fournier est arrêté parce qu'il s'appelle Fournier. C'est tout. Enfin, Toussaint Fournier a été condamné parce qu'il était tout simplement haï et craint par tous les habitants de la région. Et là, je vous rejoins. 162 personnes sont allées témoigner. Ils sont venus à la barre. S'ils avaient parlé avant, je ne suis pas certain, comme vous le pensez vous-même, que les crimes auraient été tous commis comme cela a été le cas. Je sais l'attitude de Toussaint Fournier, violente, agressive, haineuse devant les jurés, devant la cour, les témoins. Le président a dû intervenir plusieurs fois, et j'ai dû maintes fois calmer mon client.
Mais c'est surtout un humble, un vantard, arrogant, conscient de cette force qui fait peur, sans justice, dans nos campagnes. N'est-il pas capable de tuer une vache d'un coup de poing? Il n'a jamais tué une vache. Maintenant, il est seul. Seul devant vous, mesdames et messieurs jurés de 2014. Alors, restons-en aux faits. Uniquement les faits matériels. Toussaint a été arrêté à Saint-Martin parce qu'il est gaucher. L'un des assassins à Douvan est gaucher. François Fournier est gaucher. Toussaint est en prison. On sait maintenant que les cheveux retrouvés dans les mains de Céleste Paris, ce sont les cheveux qui appartiennent à Napoléon Baudry. Toussaint est arrêté pour ça. L'expertise a confirmé. Toussaint et son fils sont détestés du village. N'importe qui aurait pu jeter le petit sac dans la cour. On ne retrouve pas les ustensiles qu'utilise Toussaint Fournier pour effectuer son métier de boucher. Cela ne prouve rien. Les meurtres ont été commis avec des objets contondants, haches, barres de fer ou poutres de charge. Je ne pense pas que ce soit les outils utilisés par un boucher. Non, les assassinés n'ont pas été découpés comme on coupe la viande. Ils ont été massacrés. Mesdames et messieurs, jurés de 2014, n'oubliez pas. N'oubliez pas les erreurs judiciaires. Calas, Sirven. Contre eux, la population criait à mort, à mort. Ils étaient innocents, mais ils étaient huguenots. Il fallait qu'ils meurent. Mesdames et messieurs, les jurés de 2014, la population s'était trompée. Voltaire l'a prouvé. La famille Fournier doit payer. Toussaint Fournier doit payer. Ces hommes n'ont jamais avoué, ni devant la justice des hommes, ni devant les représentants de Dieu, ni devant l'échafaud. Arrêtés en décembre, jugés en mars, on les tue en juillet, en juin. Justice expéditive pour rassurer le peuple. Mesdames et messieurs les jurés, 2014, un jour, le temps qui peut tout soulèvera le voile sur ce déplorable mystère. J'en ai fini, merci. C'était des gens qui travaillaient, qui donnaient de l'argent au curé pour ses bougies, ses vêtements, etc., etc. Et on ne retrouve pas cet argent-là dans les deux crimes de l'abbé Michel et de l'abbé Hermina. Voilà. Alors on se demande pourquoi. Alors il y a eu des petites choses de volées, des pièces en argent, des choses comme ça, mais l'argent n'est jamais retrouvé, alors que le gendarme le retrouve. À la limite, ça n'a même pas été calculé, il le retrouve très rapidement, le gendarme bien calculé. Non, on va dire voilà l'argent. En fait, il y a deux questions qui sont posées. Il y a la question du mobile, et puis il y a la question qui a fait quoi. En fait, je pense que la justice à laquelle on a assisté, et qui était d'ailleurs, je tiens à féliciter Antonin, c'était extraordinaire, c'est une justice du 19e siècle. On part de sentiments, d'a priori, et à partir de ces a priori, on construit un coupable. On est sur une démarche à l'ancienne. Alors que maintenant, au XXIe siècle, on est sur une démarche qui a tendance à devenir un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que le sentiment qu'on peut avoir, on s'en méfie. Et on essaye de conforter son sentiment sur des éléments de preuve certains. Alors, quand on regarde ce qui s'est passé dans ces trois crimes au XIXe siècle et la façon dont l'enquête a été menée, et comment ces trois crimes se passant au XXe ou XXIe siècle seront traités, ce n'est pas du tout la même chose. Au XIXe siècle, c'est la rumeur qui prime, et comme la rumeur fait des coupables, cette rumeur doit être alimentée par des éléments de preuve.
la preuve n'est pas une fin en soi, c'est une recherche pour conforter un sentiment. Alors qu'au XXIe siècle, au contraire, la rumeur sera prise en compte, évidemment, on va toujours leur métier, mais la recherche ne sera pas de conforter la rumeur, ce sera de rechercher de la vraie preuve scientifique. Alors dans le dossier qui nous occupe, il y a des éléments de preuve qui sont des éléments de preuve à l'ancienne, des traces de pas, des traces de meurtre, des modus operandi, la façon de faire le crime, mais on est sur des éléments qui sont finalement peu scientifiques. Ces éléments peu scientifiques, qu'on peut en penser, c'est qu'ils mettent en cause effectivement de près ou de loin la famille Fournier. On peut penser aux empreintes de pas notamment. Maintenant que la famille Fournier soit mise en cause, ça ne veut pas dire que parce qu'on s'appelle Fournier, on est tous coupables. Le problème, c'est qu'au XIXe siècle, parce que c'est les Fourniers, parce qu'ils ne sont pas aimés, on les met tous dans le même